Il était passé minuit quand l'appel était venu à son penthouse de Manhattan. Pas une heure normale, pas un appel normal. Marcus a tressauté, éveillé avec cet instinct déchirant que seul un parent connaît. L'écran a montré la ligne de maison de Chicago. Il a répondu immédiatement. « Emma, Lily, a-t-il appelé en se redressant. Aucune salutation n'est revenue, aucune explication, juste une petite voix, tremblante, distante. « Papa, elle te vole. » Puis le silence. Il a rappelé. Une fois, deux fois, trois fois, rien. Sa réflexion dans le miroir a montré un homme de 37 ans. Visage pâle, yeux creux, la faible cicatrice sur sa mâchoire attrapant la faible lumière. Il n'avait pas besoin de comprendre les mots pleinement. Cette voix n'était pas un jeu. C'était de la pure. Comme il a tiré sur sa chemise, un souvenir inconfortable a refait surface. Dante, son bras droit, assis en face de lui il y a des jours. Marcus, quelque chose ne va pas avec Serena. Grace dit, « Les filles changent quand tu n'es pas à la maison. » Il l'avait écarté. Paranoïa, vieille loyauté. Maintenant ces mots sonnaient comme un avertissement qu'il n'aurait jamais dû ignorer. Il n'a pas alerté la sécurité. Il a bougé comme un fantôme à travers le penthouse et a convoqué son hélicoptère. Chicago avant l'aube. Les lumières de la ville ont brouillé sous lui alors qu'il a essayé la maison encore. Messagerie vocale. Son esprit a continué de tourner la même question. Qu'est-ce que sa fille avait vu? Il a essayé de se convaincre que c'était un malentendu, un mauvais rêve. Mais Emma ne parlait pas comme ça. Lily n'appelait pas à minuit sans raison. Quelque chose se passait à l'intérieur de sa maison. Quelque chose qui ne devrait pas être. Il a rappelé ce dernier matin, les filles mangeant en silence, Serena souriant trop parfaitement, Lily détournant le regard quand il s'est approché, Emma le serrant plus fort que d'habitude. Il l'avait senti alors, cette étrange attraction dans sa poitrine. Il l'avait ignoré. Maintenant 30 000 pieds au-dessus du sol. Marcus a senti quelque chose qu'il n'avait pas senti même quand Catherine est morte dans ses bras il y a 2 ans. Culpabilité de ne pas être là, d'avoir choisi l'Empire sur son propre sang. Encore, la ligne d'horizon de Chicago est apparue au loin. Sa mâchoire s'est serrée. Ses yeux sont devenus froids. Il ne savait pas ce qu'il trouverait derrière cette porte. Mais une chose était certaine après cet appel. Rien ne serait jamais pareil. Salut à tous. Bienvenue dans notre histoire. Si vous l'appréciez, aimez, partagez avec un ami et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Parce que ce que Marcus est sur le point de découvrir va briser tout ce qu'il pensait savoir de la femme en qui il avait le plus confiance. Mais pour comprendre comment cette ombre est entrée dans sa maison, nous devons retourner à l'endroit où la glace dans le cœur de Marcus s'est formée pour la première fois. Marcus Blackwood n'a pas toujours été l'homme aux yeux froids comme l'acier et au cœur scellé. Il y a 2 ans, il savait encore comment sourire, savait encore comment tenir ses enfants sans craindre de les briser. Il y a 2 ans, il avait encore Catherine. Cette nuit fatidique a commencé comme n'importe quelle autre. Marcus et Catherine ont quitté le restaurant après leur dîner d'anniversaire de mariage, marchant main dans la main le long d'un trottoir de Chicago. Il se souvient de son rire, de l'odeur familière de son parfum, la façon dont elle penchait sa tête contre son épaule en parlant d'Emma et Lily attendant à la maison. Puis les coups de feu ont retenti. 1 coup, 2 coups, 3 coups. Catherine s'est effondrée dans ses bras, le sang trempant sa robe de soie blanche, s'infiltrant dans sa veste Armani, se répandant sur le pavé froid sous eux. Il n'a pas crié. Il, raclement de gorge, n'a pas pleuré. Il l'a seulement tenu et a regardé la lumière s'éteindre de ses yeux comme une bougie brûlant jusqu'à sa dernière mèche. Elle a chuchoté son nom une fois, puis il n'y a eu rien. Marcus ne se souvient pas combien de temps il est resté assis là. Il se souvient seulement que quand Dante est arrivé, il s'est levé, a soulevé le corps de sa femme dans la voiture et a prononcé une seule phrase. « Trouve celui qui a fait ça. » 2 semaines plus tard, l'homme qui avait ordonné le meurtre est mort dans un accident de voiture. Le véhicule a perdu le contrôle sur un pont,
a plongé dans la rivière Chicago et aucun corps n'a jamais été retrouvé. Personne n'a posé de questions. Personne n'a osé. Marcus Blackwood n'était pas un homme qui pardonnait, et le monde souterrain de Chicago le comprenait bien. Mais la mort de l'ennemi n'a pas ramené Catherine. Elle a seulement laissé derrière elle un vide que Marcus ne savait pas comment combler. Il est rentré chez lui auprès de 2 filles de 3 ans qui ne pouvaient pas comprendre pourquoi leur mère ne revenait pas. Emma demandait tous les jours. Lily se tenait simplement à la fenêtre et attendait. Marcus les regardait et voyait Catherine dans chaque trait, dans chaque regard, dans chaque rire. La douleur était trop forte. Il ne pouvait pas la supporter. Alors, il a fait la seule chose qu'il savait faire. Il a construit des murs. Il a repoussé tout le monde, même ses propres filles. Il quittait la maison plus tôt, rentrait plus tard, voyageait plus pour le travail. Il a laissé Grace Sullivan, la femme de ménage âgée qui était avec la famille depuis avant qu'il n'épouse Catherine, s'occuper d'Emma et Lily. Il les aimait. Mais chaque fois qu'il les regardait, il la voyait. Et chaque fois qu'il la voyait, il se rappelait qu'il avait échoué à protéger la personne qu'il aimait le plus. Il y a 4 mois, un avocat de confiance a présenté Serena Cross. Un dossier parfait, expérience de garde d'enfants dans des foyers d'élite. Référence de nom que Marcus connaissait et respectait. Elle est arrivée avec un sourire doux, une voix douce et une capacité à faire fonctionner le foyer en douceur comme une machine parfaitement huilée. Marcus l'a embauchée non pas parce qu'Emma et Lily avaient besoin d'une autre gardienne. Grace était toujours là. Les enfants étaient toujours pris en charge. Il a embauché Serena parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour se tenir entre lui et elle, un tampon, un autre mur, une raison de garder ses distances sans se sentir coupable. Il croyait que la distance était une protection. Il croyait que s'il n'était pas proche, elles ne deviendraient pas des cibles comme Catherine l'avait été. Il croyait que l'amour était une faiblesse, et la faiblesse dans son monde signifiait la mort. Il avait tort, il avait complètement tort. Et maintenant, alors que l'hélicoptère descend vers la zone d'atterrissage à Chicago, alors que les lumières de la ville scintillent en dessous comme des étoiles perdues, Marcus Blackwood réalise que pendant qu'il était occupé à construire des murs pour protéger ses enfants, il avait permis à un prédateur d'entrer directement par la porte d'entrée. 2 semaines avant cet appel fatidique, une femme se tenait devant les grilles de fer du domaine Blackwood, se positionnant à un angle où les caméras ne pouvaient pas clairement capturer son visage. Une épaule légèrement tournée, son regard baissé juste assez pour paraître humble tout en observant tout autour d'elle. Une habitude apprise par quelqu'un qui avait vécu trop longtemps dans l'ombre et maîtrisé l'art de se rendre invisible pour survivre. Son nom était Ren Palmer, 27 ans, et elle n'était pas là pour chercher un emploi. Elle était là pour chercher des réponses. L'entretien a eu lieu dans un salon secondaire où Serena Cross était assise en face d'elle, avec un dossier à la main et un sourire mesuré sur les lèvres. Et Ren a immédiatement reconnu ce regard. Le regard réservé à la marchandise plutôt qu'aux êtres humains. Le regard utilisé pour calculer la valeur avant de décider ce que quelque chose valait. Ren connaissait ce regard parce qu'elle avait déjà été vue de cette façon. 9 ans plus tôt dans une pièce sans fenêtre, par des personnes qui avaient décidé de son destin et de celui de sa sœur, avec des chiffres et des hochements de tête. Elle a répondu à chaque question d'une voix égale, ne révélant aucun accent régional et n'offrant rien qui puisse être retracé. Et quand Serena a demandé son expérience, elle a récité exactement ce que contenait le dossier falsifié. Quand Serena a demandé pourquoi elle voulait travailler ici, elle a dit qu'elle avait besoin de stabilité, ce qui était vrai, juste pas toute la vérité. Ren a été embauché le jour même, affecté aux tâches de nettoyage à l'étage inférieur, se voyant offrir un salaire lui permettant de vivre et un logement dans les quartiers du personnel derrière le domaine. Et elle a accepté sans hésitation, car c'était l'opportunité qu'elle attendait depuis 6 mois. Depuis qu'une petite piste l'avait amenée à Chicago, dans la haute société, vers des noms que les gens ordinaires n'entendaient jamais prononcer à voix haute. Sa sœur Ivy était portée disparue depuis 9 ans. La police avait abandonné depuis longtemps, mais Ren n'avait pas et ne pouvait pas.
Lors de son premier jour au domaine, Ren a tout observé, les sorties et les entrées, les emplacements des caméras, les horaires de chacun, mémorisant qui allait où, à quelle heure, qui parlait à qui, et qui évitait le regard de qui, des compétences de survie apprises pendant des années dans le système de famille et d'accueil, dans des foyers où la violence était la seule langue. Pendant des nuits passées à garder la porte pour protéger Ivy des mains de ceux appelés adultes responsables. Elle a tiré sa manche pour couvrir l'ancienne cicatrice sur son poignet, une habitude inconsciente chaque fois que quelqu'un la fixait trop longtemps. Le troisième jour, Ren a vu Emma et Lily pour la première fois, alors que les deux enfants descendaient les escaliers avec Serena, main dans la main, et les yeux baissés, ne courant pas, ne riant pas, ne parlant pas, se déplaçant comme de petites ombres avec des pas si légers qu'ils faisaient à peine un bruit. Comme si elles avaient appris à ne pas prendre de place, à ne pas attirer l'attention, à ne pas exister trop. Ren se tenait à côté du meuble qu'elle essuyait et les a regardés passer. Emma, celle aux cheveux blonds comme ceux de sa mère, la regardant une seconde avant de baisser rapidement les yeux. Lily, celle aux cheveux foncés comme ceux de son père, ne levant même pas les yeux, et Ren a reconnu quelque chose de douloureusement familier dans la façon dont elle gardait de la tête baissée. C'était la posture d'enfant qui avait appris à avoir peur. La façon dont Ivy marchait à côté d'elle pendant leurs jours les plus sombres, quand ni l'une ni l'autre ne savait si elle serait encore en vie le lendemain. Ren est venue dans ce domaine pour trouver des informations sur un réseau de trafic et des indices sur sa sœur. Elle n'est pas venue pour se soucier de quelqu'un d'autre, et elle n'est pas venue pour sauver qui que ce soit, parce qu'elle avait appris à ne pas s'attacher, à ne pas espérer, et à ne pas laisser son cœur s'adoucir dans un monde qui attendait d'écraser les faibles. Mais quand Emma l'a regardée avec des yeux bleus fatigués, et quand Lily a marché comme si elle souhaitait se dissoudre dans l'air, Ren a senti quelque chose se tordre brusquement dans sa poitrine. Elle s'est souvenue d'Ivy, elle s'est souvenue d'elle-même, et elle a su qu'elle ne pouvait pas détourner le regard. Pas cette fois, 3 jours après que Ren ait commencé à travailler, elle a été assignée à nettoyer le bureau. Une pièce au bout du couloir du premier étage avec une lourde porte en chêne, des étagères et montant jusqu'au plafond, et la légère odeur de cuir et de santal persistante dans l'air. Ren a travaillé en silence, essuyant chaque livre et arrangeant des piles de documents, sans en ouvrir un seul malgré la démangeaison dans ses doigts, l'incitant à le faire parce qu'elle savait qu'il y avait une caméra dans la pièce et elle le savait toujours. Elle était penchée en train de nettoyer le pied du bureau en noyer quand la sensation l'a frappée. La sensation d'être observée, non pas par une caméra, mais par un être humain en chair et en os debout, directement derrière elle. Elle ne s'est pas retournée immédiatement. Les gens ordinaires auraient sursauté, sauté sur leurs pieds, balbutié une excuse. Mais Ren n'était pas ordinaire. Elle avait vécu trop longtemps parmi les prédateurs pour savoir que la panique marquait la proie. Elle s'est levée lentement, s'est retournée et a fait face à Marcus Blackwood pour la première fois. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, l'épaule appuyée contre le cadre, les bras croisés sur sa poitrine. Il n'a rien dit, il l'a seulement regardé avec des yeux gris et froids comme l'acier, les yeux d'un homme habitué à lire les autres sans permettre à personne de le lire. La faible cicatrice le long de sa mâchoire gauche ressortait sous la lumière chaude. Ren est restée immobile. Elle n'a pas baissé la tête, elle n'a pas reculé. Elle ne s'est pas excusée d'être là, même si c'était la tâche qui lui avait été donnée. Elle s'est simplement tenue avec le chiffon de nettoyage à la main et a attendu. Le silence s'est étiré, épais et lourd comme du miel noir entre eux. Finalement, Marcus a parlé, sa voix basse et dépouillée de toute émotion qu'elle pouvait identifier. « Qui êtes-vous » Ce n'était pas une question, c'était une exigence. « Ren Palmer, je travaille ici. Je sais que vous travaillez ici. » Marcus est entré dans la pièce et la porte s'est fermée derrière lui. « Ma question est, qui êtes-vous » Ren n'a pas rompu le contact visuel. « Je suis la femme de ménage. » Juste comme le dossier le dit, Marcus s'est approché, ses mouvements lisses comme une panthère,
chaque pas silencieux et parfaitement contrôlé. Il s'est arrêté à moins d'1 mètre d'elle, assez près pour qu'elle puisse voir les premiers fils d'argent à ses tempes, assez près pour sentir le poids de sa présence pressant comme une arme. Il l'a étudié, les mains colleuses n'appartenant pas à une employée de bureau, la vieille chemise pressée avec soin, la posture non pas celle de quelqu'un habitué à servir, et les yeux bruns foncés et stables, ne clignant pas, ne baissant pas, même alors qu'il utilisait le silence pour peser sur elle. « Vous semblez habitué à être regardé, » a dit Marcus, sa voix pas plus forte qu'un murmure, pourtant lourde comme une pierre. « Je suis habitué à pire, » a répondu Wren avant de pouvoir s'arrêter. Elle a su instantanément qu'elle en avait trop dit, mais les mots étaient déjà sortis, et elle n'était pas quelqu'un qui les reprenait. Le regard de Marcus a changé, ne s'adoucissant pas, ne se réchauffant pas, juste changeant légèrement, comme s'il l'avait placée dans une catégorie différente dans son esprit, une plus dangereuse ou peut-être plus intéressante, et elle n'était pas sûre de ce qui était pire. Il n'a pas posé d'autres questions. Il raclement de gorge s'est détourné comme si la conversation avait pris fin bien avant qu'elle ne le fasse réellement. À la porte, il a fait une pause et a parlé à Serena debout dans le couloir, sa voix portant clairement. « Déplacez-la à l'étage supérieur. Je veux que le bureau soit nettoyé correctement. » Serena a répondu de son ton doux familier. « Oui, Monsieur Blackwood. » Mais quand Wren est sortie de la pièce, elle a croisé les yeux de Serena. Le sourire était toujours sur les lèvres de la femme, mais ses yeux étaient froids comme la glace. Sa main serrant le plateau a été si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Wren connaissait ce regard. C'était le regard de quelqu'un dont le territoire venait d'être menacé. C'était le regard d'un chasseur quand un animal inconnu pénètre sur son terrain de chasse. Wren a baissé légèrement la tête et est passé sans un mot. Mais dans son esprit, une sonnette d'alarme retentissait fort et clair. Elle venait de devenir une cible. De qui et pour quelle raison elle ne le savait pas encore pleinement, mais elle le découvrirait. Travailler à l'étage supérieur signifiait que Wren pouvait observer davantage, et ce qu'elle a vu la tenait éveillée nuit après nuit. Emma et Lily vivaient dans un monde de règles invisibles que seule elle semblait comprendre. Et Wren l'a reconnue à travers de petits détails que la plupart des gens auraient négligés, mais elle jamais. Emma regardait toujours vers la porte d'entrée avant de dire quoi que ce soit, comme si elle vérifiait si quelqu'un pouvait écouter. Lily cachait de la nourriture sous son oreiller, des morceaux de pain sec et de petits bonbons, comme si elle n'était pas sûre quand viendrait le prochain repas. Aucun des deux enfants ne tournait jamais le dos à Serena, pas une seule fois. Où que la femme se tienne dans la pièce, les yeux des enfants la suivaient comme on observe un serpent qui pourrait frapper à tout moment. Wren nettoyait les chambres des enfants le matin pendant qu'ils étaient à l'école et observait Serena attentivement chaque fois que Marcus était absent. Et le contraste était si frappant qu'il était effrayant. Quand Marcus était à la maison, Serena incarnait la douceur et l'attention, sa voix douce, ses gestes attentifs, son sourire ne s'effaçant jamais. Mais quand la voiture de Marcus disparaissait au bout de l'allée, quand les portes se fermaient et que la maison sombrait dans le silence, Serena changeait, non pas soudainement, mais progressivement. Comme un masque qui glisse couche par couche, sa voix s'aiguisait, son regard se durcissait, le sourire disparaissait comme s'il n'avait jamais existé. Un après-midi, alors que Wren essuyait de l'escalier, elle a vu Serena entraîner Emma dans le couloir, sa main serrant le poignet de l'enfant. Pas comme un adulte guide un enfant, mais comme quelqu'un traîne quelque chose qui ne veut pas suivre. Les doigts serrés trop fort, assez fort pour laisser des marques sur la peau pâle d'Emma. La fille n'a pas pleuré. Elle n'a pas dit que ça faisait mal. Elle a simplement marché les yeux baissés et les lèvres serrées. Wren a serré le chiffon de nettoyage jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Elle voulait faire quelque chose, dire quelque chose, mais elle savait qu'elle n'avait aucune autorité. Elle n'était qu'une femme de ménage. Elle n'avait aucune preuve. Elle n'avait rien sauf ce que ses yeux avaient vu.
Et dans ce monde, ce n'était pas suffisant. Ce soir-là, Ren est passé devant la chambre des enfants et a entendu la voix de Serena à travers la porte entr'ouverte, froide comme la glace. N'ose pas pleurer. Ta mère pleurait tout le temps aussi. Regarde où ça l'a mené. Elle est toujours morte. Et ton père te laisse toujours ici avec moi. Ren a gelé dans le couloir. Elle a entendu des sanglots étouffés être ravalés, le souffle tremblant d'un enfant essayant de ne pas faire de bruit. Elle voulait se précipiter, crier, faire quoi que ce soit pour arrêter les mots empoisonnés s'infiltrant dans de jeunes esprits fragiles. Mais elle ne l'a pas fait. On pas encore. Elle avait besoin d'en savoir plus. Elle avait besoin de comprendre à quoi elle faisait face. Ren a reculé, son mouvement silencieux, et a disparu dans l'ombre au bout du couloir. Mais les mots de Serena l'ont suivi toute la nuit. Isolement, contrôle, dénigrement, briser la volonté. Ce n'était pas comme une mauvaise nounou traitait les enfants. C'était une technique. C'était une méthode. C'était comme quelqu'un démantelait un être humain de l'intérieur, le transformant en créature obéissante dépouillée de la volonté de résister. Ren avait déjà vu ça. Il y a 9 ans, dans des pièces sans fenêtre où elle et Ivy étaient détenues, où les trafiquants leur apprenaient à rester silencieuses, à obéir, à cesser d'être elles-mêmes. Ren a regardé le plafond dans l'obscurité de sa petite chambre. Elle était venue ici pour trouver des indices sur sa sœur, pour trouver des réponses à 9 ans de perte. Mais maintenant, elle réalisait qu'elle se tenait au milieu de quelque chose de bien plus grand et que 2 enfants à l'étage avaient besoin que quelqu'un les voie avant qu'il ne soit trop tard. Une semaine avant le voyage à New York, Dante Corsetti est entré dans le bureau de Marcus avec l'expression qu'il réservait uniquement aux affaires sérieuses. Marcus était assis derrière son bureau, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur portable, les chiffres et les contrats occupant entièrement son esprit, et il n'a pas levé les yeux quand Dante a fermé la porte derrière lui. « Qu'y a-t-il » a demandé Marcus sans lever le regard. Dante ne s'est pas assis. Il est resté là, les bras croisés, silencieux assez longtemps pour que Marcus lève enfin les yeux. Les yeux de Dante, les yeux d'un homme qui s'était tenu aux côtés de Marcus depuis les premiers jours de la construction de l'Empire, qui avait enterré des ennemis avec lui et élevé un royaume des cendres, étaient fixés sur lui avec quelque chose de proche de la déception. « Grace m'a appelé », a dit Dante, sa voix stable mais lourde. Elle dit que les filles ne mangent pas. Elles ne dorment pas. Elles ne parlent pas. Ça fait des semaines. Marcus s'est retourné vers l'écran. Elle s'ajuste. Les enfants ont besoin de temps. Ça fait 4 mois. Dante a insisté. 4 mois depuis l'arrivée de Serena. Les filles empirent, elles ne vont pas mieux. Marcus est resté silencieux, ses doigts planant au-dessus du clavier, mais il ne s'est pas retourné. Le silence s'est étiré entre eux comme un mur invisible. Dante a expiré et s'est rapproché. Et la nouvelle femme de ménage, Ren, elle a aussi remarqué quelque chose. Cette fois, Marcus s'est retourné, ses yeux gris se rétrécissant. Qui est-elle pour avoir une opinion? C'est la seule personne dans cette maison dont les filles n'ont pas peur. Dante a répondu sans hésitation. Grace dit qu'Emma a posé des questions sur elle, a demandé si elle était une bonne personne. Les enfants ne posent pas cette question à quelqu'un en qui ils ont confiance. Marcus. Il la pose quand ils cherchent quelqu'un en qui avoir confiance. Marcus n'a pas répondu. Il a regardé Dante un long moment, puis s'est retourné vers l'écran, comme si la conversation était terminée. Grace s'inquiète trop. Elle n'a jamais aimé Serena dès le début. C'est un préjugé personnel, pas une preuve. Dante est resté là un instant de plus, sa mâchoire se serrant, puis s'est retourné et a marché vers la porte. Mais avant de l'ouvrir, il s'est arrêté, le dos toujours tourné vers Marcus. « Tu peux m'ignorer », a dit Dante, sa voix basse mais chaque mot clair. « Je ne suis que ton subordonné. »
Mais n'ignore pas Stacy, tes filles. Elles essaient de te dire quelque chose. Et si tu n'écoutes pas, tu le regretteras. La porte s'est fermée. Marcus est resté immobile, la lueur de l'écran de l'ordinateur portable éclairant son visage. Il ne s'est pas avoué que les mots de Dante avaient touché quelque chose de profond en lui. Il ne s'est pas avoué que chaque fois qu'Emma baissait la tête quand il s'approchait, chaque fois que Lily retirait doucement sa main de la sienne, c'était comme si quelqu'un serrait un poing autour de son cœur. Il ne l'a pas avoué parce que l'avouer signifiait agir, et agir signifiait affronter ce qu'il avait passé 2 ans à fuir. Marcus est retourné à son travail. Les chiffres sur l'écran dansaient devant ses yeux, mais il ne les voyait pas vraiment. Dans son esprit, les mots de Dante résonnaient comme une cloche sans fin. N'ignore pas tes filles. Il porterait ces mots avec lui tout au long du voyage à New York. Il ne savait juste pas que lorsqu'il reviendrait, il serait déjà trop tard pour la seule écoute. Cette nuit-là, Ren ne pouvait pas dormir. Les mots de Serena résonnaient dans son esprit comme une mélodie toxique qui ne s'arrêtait pas. Ta mère pleurait tout le temps aussi. Regarde à quoi ça a servi. Et elle s'est retournée sur le lit étroit dans les quartiers des serviteurs, regardant le plafond dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'elle abandonne finalement. Elle avait besoin d'eau, elle avait besoin d'air, elle avait besoin d'échapper aux 4 murs qui se refermaient sur elle. Le domaine était silencieux comme une tombe quand Ren est descendu, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le plancher en bois froid. Parce qu'elle était habituée à se déplacer dans l'obscurité, habituée à se rendre invisible, une compétence de survie qui était devenue une habitude incassable. Elle venait de passer la porte de la cuisine quand elle s'est figée. Le salon adjacent n'était pas complètement sombre comme elle l'avait supposé. Une petite lampe sur la table près de la fenêtre était allumée, et dans ce faible cercle de lumière, Marcus Blackwood était assis seul. Il ne l'a pas vu, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Il était assis dans un fauteuil en cuir avec un verre de whisky à la main, son regard fixé sur la fenêtre où les lumières de la ville scintillaient au loin, sa silhouette reflétée dans la vitre comme une statue solitaire. Ren était sur le point de reculer pour disparaître, comme si elle n'avait jamais été là quand la voix de Marcus a traversé l'obscurité, basse et dépouillée d'émotion. Raclement de gorge. « Que cherchez-vous dans ma maison? » Ren est restée immobile. Son cœur a battu plus fort, mais elle n'a pas laissé transparaître sur son visage. Il ne s'est pas retourné. Il a continué de regarder par la fenêtre, comme s'il parlait à sa propre réflexion. « Ne mens pas, » a continué Marcus, sa voix égale. « Je n'aime pas qu'on me mente, et je sais toujours quand quelqu'un ment. » Ren a dégluti. Elle avait 2 choix. Mentir et espérer qu'il la croie, ou dire une partie de la vérité et espérer que ce soit suffisant pour l'empêcher de creuser plus profondément. « Je cherche du travail », a-t-elle dit calmement. Marcus s'est retourné pour la première fois. Tes yeux gris sont rencontrés ses yeux bruns dans l'obscurité. Et Ren a eu l'impression qu'il voyait à travers chaque couche qu'elle avait construite pour se protéger. « Non », a-t-il dit simplement. « Vous cherchez quelque chose ou quelqu'un. » Le silence s'est étiré entre eux. Ren savait qu'elle ne pouvait pas s'échapper avec un autre mensonge. Cet homme avait bâti un empire en lisant les gens. Il n'était pas fou et elle ne l'insulterait pas en faisant semblant qu'il l'était. Elle a décidé de jouer le tout pour le tout. « Je cherche ma sœur », a dit Ren, sa voix stable mais plus basse. « Elle a disparu il y a 9 ans. J'ai entendu dire que le monde souterrain de Chicago sait tout ce qui se passe dans cette ville. » Marcus l'a étudié un long moment sans parler. Ren ne pouvait pas dire ce qu'il pensait derrière ses yeux froids. Elle ne savait pas s'il la jetterait dehors ou pire. Puis il s'est levé, le verre de whisky toujours à la main, et passé devant elle avec la légère odeur de santal et d'alcool, et s'est arrêté à la porte. « Si vous cherchez quelqu'un, » a-t-il dit sans se retourner, « vous devez parler à la bonne personne. Pas raclement de gorge, fouiller dans le bureau de quelqu'un d'autre. » Ren a sursauté. « Vous saviez que j'étais au bureau, je sais tout ce qui se passe dans cette maison, » a répondu Marcus. « Sauf une chose, quoi? »
Pourquoi mes filles ont-elles peur de la personne que j'ai engagée pour les protéger? Les mots ont plané dans l'air comme une confession. Raclement de gorge. Ren a regardé le dos de Marcus alors qu'il disparaissait dans le couloir sombre, la laissant seule dans la cuisine froide avec une réalisation s'installant dans sa poitrine. Elle n'était pas la seule à voir les fissures dans cette maison. Marcus les voyait aussi. Il ne savait juste pas quoi faire avec ce qu'il voyait ou il avait trop peur d'agir. La conversation de cette nuit-là avec Marcus a tout changé parce qu'il savait qu'elle avait été au bureau. Il savait qu'elle cherchait quelque chose. Pourtant, il ne l'a pas jetée dehors et il a même admis qu'il commençait lui aussi à douter de Serena, ce qui signifiait que Ren n'était plus complètement seule et signifiait aussi qu'elle devait agir plus vite. 2 jours plus tard, tandis que Serena emmenait les enfants à leur rendez-vous dentaire de routine et que Marcus était toujours à son bureau en ville, Ren a décidé de prendre le risque. Elle connaissait les emplacements des caméras dans la maison. Elle savait quels angles morts étaient insurés et elle avait passé 2 semaines à observer et à mémoriser et maintenant il était temps d'utiliser ce qu'elle savait. Le bureau de Marcus était toujours fermé à clé, mais ce n'était pas là qu'elle devait chercher. Cette fois, elle est allée dans la chambre de Serena, située au bout du couloir du 2e étage près des chambres des enfants, la position parfaite pour les surveiller à tout moment. Ren a ouvert la porte avec une passe-partout qu'elle avait cachée depuis sa première semaine. À l'intérieur, la pièce était anormalement rangée. Pas de photos de famille, pas de souvenirs personnels, aucune trace d'une vie avant cet endroit. Seulement des vêtements dans le placard, des cosmétiques sur la coiffeuse et une valise rangée sous le lit. Ren a sorti la valise et l'a ouverte avec une épingle à cheveux. Et à l'intérieur se trouvaient les choses que Serena ne voulait jamais que quiconque voie. Un épais dossier qui a glacé le sang de Ren alors qu'elle le feuilletait. Le dossier de Serena Cross était trop parfait, trop propre, sans une seule tache, lacune ou détail discutable. Et c'était précisément le problème, parce que personne n'avait un passé aussi impeccable à moins qu'il n'ait été construit pour que personne ne pose de questions. Ce qui a coupé le souffle de Ren, ce sont les photographies en dessous. Des images de différentes familles, des hommes d'âge moyen, veufs ou célibataires, avec de jeunes enfants à leur côté. Chaque photo marquée de notes listant nom, adresse, revenus estimés, nombre d'enfants et âge. Certains noms barrés avec un seul mot écrit à côté en encre rouge. Terminé. Sur la dernière page, Ren a vu une photographie familière. Marcus Blackwood debout devant ce même domaine avec Emma et Lily à ses côtés et à côté une note manuscrite. Cible de grande valeur, jumelle, saigne, père veuf, riche, fréquemment absent, statut en cours. Ren a eu la nausée parce qu'elle savait exactement ce qu'elle regardait. Ce n'était pas le dossier d'une nounou. C'était le dossier d'un prédateur, une liste de cibles appartenant à un réseau de trafic, et elle savait précisément où elle était. À ce moment, la porte s'est ouverte derrière elle. Ren s'est retournée pour voir Serena debout dans l'encadrement de la porte, le sourire disparu de son visage, remplacé par des yeux froids comme la glace, coupant comme des couteaux, et ne cachant plus rien du tout. « Que cherches-tu dans ma chambre ?» a demandé Serena, sa voix égale mais empreinte d'une menace unmistakable. Ren s'est levée lentement, sans se presser et sans panique, car elle avait fait face à des gens bien plus dangereux que Serena et survécu à des situations pires que celle-ci. « Je nettoie », a répondu Ren calmement. Serena est entrée et a fermé la porte derrière elle, le claquement du loquet sonnant comme une déclaration. « Tu sais, j'ai rencontré beaucoup de gens comme toi », a dit Serena en s'approchant pas à pas. « Des gens qui se croient intelligents, des gens qui pensent pouvoir fouiller sans être remarqués, et ils finissent généralement dans des endroits que personne ne trouve jamais. » Ren n'a pas reculé. Elle a tenu bon, ses yeux bruns fixés sur le regard gris-bleu de Serena. « J'ai rencontré beaucoup de gens comme toi aussi », a répondu Ren lentement, « et ils finissent généralement derrière les barreaux ou pire. »
Le silence entre eux s'est tendu comme un fil étiré, prêt à se rompre. Serena a incliné la tête, étudiant Ren avec quelque chose comme de la curiosité, puis a souri, bien que le sourire n'ait jamais atteint ses yeux. « Fais attention, Ren, » a dit Serena, sa voix douce comme du miel empoisonné. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, et les gens qui ne connaissent pas les règles sont généralement les premiers à perdre. » Elle s'est écartée et a ouvert la porte, une invitation sans mots pour que Ren parte. Ren a franchi le seuil sans se retourner. Mais elle savait que Serena n'était pas une employée ordinaire. C'était une chasseuse. Et Emma et Lily étaient des proies qu'elle avait déjà marquées. Ren savait aussi autre chose. Maintenant, Serena savait qu'elle était une menace. Et dans le monde des prédateurs, les menaces devaient être éliminées. La course contre la montre avait commencé. Le matin où Marcus est parti pour New York, le domaine Blackwood a sombré dans un silence inhabituellement lourd, alors que la lumière du soleil matinal inondait les fenêtres de la salle à manger, illuminant une table de petit déjeuner parfaitement dressée que personne ne voulait vraiment manger. Emma était assise devant son assiette de pancakes, ses petites mains posées sur ses genoux, ses yeux baissés, ne touchant pas la nourriture, même si c'était autrefois son plat préféré. À côté d'elle, Lily était encore plus silencieuse, assise immobile comme une petite statue, son regard fixé sur la table, ne levant jamais les yeux une seule fois. De temps en temps, les sœurs se regardaient, échangeant un langage sans mots que seules elles comprenaient avant de baisser la tête à nouveau. Serena se déplaçait autour de la table avec sa grâce familière, versant du café pour Marcus, redressant des serviettes, souriant précisément au bon moment. Le sourire parfait, les gestes parfaits, tout si impeccable qu'il frôlait l'artificiel si quelqu'un se souciait de regarder de près. Mais Marcus ne regardait pas du tout de près. Il vérifiait son téléphone, son esprit déjà à New York bien avant que son corps ne quitte Chicago. Ren se tenait dans le coin de la cuisine, faisant semblant d'organiser des choses, mais ses yeux ne quittaient jamais la table, et elle voyait tout. La façon dont Emma a poussé son assiette de côté avec un mouvement si petit qu'il était presque invisible. La façon dont Lily a serré l'ourlet de sa chemise sous la table. La façon dont les deux enfants se sont recroquevillés chaque fois que Serena passait derrière elle. Et elle a aussi vu la façon dont Serena a jeté un coup d'œil vers elle, un regard rapide comme l'éclair mais clair dans son message. « Je te surveille. » Marcus a posé sa tasse de café et s'est levé, se penchant à la hauteur des yeux des enfants. Et à ce moment-là, Ren a vu quelque chose de doux vaciller dans ses yeux gris froids. « Papa s'en va quelques jours et puis il reviendra », a-t-il dit, sa voix plus basse et plus douce que d'habitude. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez papa. » « D'accord. » Emma a levé les yeux, ses yeux bleus comme ceux de sa mère fixés sur lui avec quelque chose qui oscillait entre l'espoir et le désespoir. « Papa, quand reviendras-tu? »« Dans quelques jours, » a répondu Marcus. Emma n'a pas cligné des yeux. « Tu promets? » Marcus a hésité une seconde assez longue pour que Ren le remarque et assez longue pour qu'Emma le remarque. Puis il a hoché la tête. « Je promets. » Lily n'a rien dit. Elle s'est levée et marché vers Marcus et l'a serré dans ses bras, ses petits bras s'accrochant à sa veste de costume comme si c'était la seule bouée de sauvetage qu'elle avait. Elle n'a pas pleuré ni parlé. Elle s'est seulement tenue avec toute la force qu'une enfant de 5 ans pouvait rassembler, essayant de retenir quelque chose qu'elle sentait lui échapper. Marcus lui a tapoté doucement le dos, puis a relâché doucement sa prise. Il s'est redressé, a échangé quelques mots avec Serena à propos de l'horaire, et est sorti par la porte. Ren est resté là, regardant sa silhouette s'éloigner, voulant courir après lui, voulant crier, voulant lui dire de ne pas partir, que quelque chose allait se passer, que les enfants essayaient de lui dire quelque chose qu'il refusait d'entendre. Mais elle n'avait aucune preuve, seulement son instinct et des fragments qui n'avaient pas encore formé un tout. Le son d'un moteur a retenti dehors.
Ren a regardé par la fenêtre et a regardé le SUV noir transportant Marcus rouler le long de l'allée de gravier et disparaître au-delà des grilles de fer. Instantanément, l'air à l'intérieur du domaine a changé. Serena est marchée jusqu'à la porte d'entrée et l'a fermée d'un coup doux. Le claquement du loquet résonnant à travers le silence comme une sentence prononcée. Puis, elle s'est retournée et le sourire sur ses lèvres a disparu comme une bougie soufflée. Emma et Lily sont restées figées dans la salle à manger, deux petites silhouettes se tenant la main, leurs yeux baissés, sachant ce qui allait arriver, et Ren, debout dans le coin de la cuisine, les mains serrées autour du bord de son tablier, le savait aussi. L'obscurité avait englouti le domaine Blackwood en plein jour, au moment où le son du moteur de Marcus s'est estompé au bout de la route. Serena Cross est devenue quelqu'un d'entièrement différent. Le doux sourire disparu, la douce voix disparue, les gestes attentionnés effacés, laissant une femme debout dans le salon qui était froide comme l'acier, tranchante comme une lame, et ne se donnant plus la peine de cacher sa vraie nature. À l'étage maintenant, Serena a ordonné à Emma et Lily, sa voix dure comme la pierre. Les enfants n'ont pas résisté parce qu'elles avaient appris depuis longtemps à ne pas résister. Elles ont seulement baissé la tête et ont monté les escaliers sur leurs petites jambes, faisant chaque pas comme si elles marchaient vers un endroit qu'elles savaient ne rien leur apporter de bon. Ren les a regardées depuis le coin de la cuisine, son raclement de gorge cœur se serrant, voulant courir après elles, les ramener, faire quelque chose, n'importe quoi. Mais Serena s'est tournée vers elle avant qu'elle ne puisse bouger. « Et toi, a dit Serena, des yeux gris-bleus fixés sur Ren comme si elle était un insecte irritant. Tu as du travail en bas. Ne monte pas, n'entre pas dans la chambre des enfants, ne t'immisce pas dans mes affaires. Compris. » Ren a serré le bord de son tablier, chaque instinct lui criant de confronter, d'agir, d'arrêter ça maintenant. Mais son esprit savait qu'elle n'avait pas encore ce dont elle avait besoin. Aucune preuve solide, aucun soutien, aucun plan. Et si elle agissait maintenant et échouait, Serena l'éliminerait et les enfants n'auraient plus personne pour les voir. Raclement de gorge. Oui, a répondu Ren, sa voix si stable qu'elle s'est surprise elle-même. Je comprends. Serena l'a étudié un long moment comme si elle pesait, si elle devait la croire. Puis s'est retournée et a monté les escaliers, ses talons frappant le bois, comme le compte à rebours d'une bombe. Les heures qui ont suivi ont été un enfer. Ren a travaillé en bas comme ordonné, ses oreilles tendues à chaque son d'en haut, les pas lourds de Serena, les portes claquant, une voix aiguë filtrant à travers le plafond, bien qu'elle ne puisse pas distinguer chaque mot. Et le pire de tout, le silence. Le silence d'enfants qui avaient appris à ne pas pleurer, à ne pas appeler, à ne pas faire le moindre bruit qui pourrait aggraver les choses. À midi, Ren n'en pouvait plus. Elle a rampé les escaliers, ses pas silencieux, et s'est arrêtée devant la chambre des enfants. La porte était bien fermée, aucun son de l'intérieur. Elle a posé sa main sur la poignée et elle n'a pas bougé. Verrouillée de l'extérieur, Serena avait enfermé les enfants. La rage allait éclater dans la poitrine de Ren, chaude et violente, parce qu'elle savait ce que ça faisait d'être enfermée dans une pièce. Elle connaissait l'obscurité, la solitude, la terreur de ne pas savoir quand la porte s'ouvrirait ou ce qu'elle apporterait parce qu'elle et Ivy avaient été dans des pièces comme ça il y a 9 ans. Cette nuit-là, quand Serena est finalement allée se coucher, Ren a de nouveau glissé à l'étage et a utilisé sa passe-partout pour ouvrir la porte des enfants. Son cœur battait la chamade. La pièce était plongée dans l'obscurité. Pas de veilleuse, pas de lumière venant de la fenêtre, car les rideaux étaient bien tirés. Dans l'obscurité épaisse, Ren a vu deux petites formes recroquevillées ensemble dans le coin du lit, les mains jointes, les yeux grands ouverts et fixant le vide. Emma et Lily ne pleuraient pas. Elles avaient dépassé ce stade depuis longtemps. Elles étaient juste assises là,
immobiles comme deux petits animaux qui avaient accepté leur sort à l'intérieur d'une cage. Ren s'est agenouillée près du lit et a gardé sa voix douce. « As-tu faim? » Emma a secoué la tête, mais ses yeux disaient le contraire. Lily n'a pas réagi du tout. Elle a seulement resserré sa prise sur la main de sa sœur. Ren a sorti un morceau de pain et du fromage de sa poche, de la nourriture qu'elle avait cachée du dîner, et l'a placée dans les mains d'Emma. La fille a regardé la nourriture, puis Ren avec des yeux remplis de peur et d'espoir à la fois. « Es-tu une bonne personne? » a demandé Emma, sa voix si douce que Ren a dû se pencher pour l'entendre. Ren ne savait pas comment répondre. Elle ne pensait pas qu'elle était une bonne personne. Elle avait fait des choses pour survivre que de bonnes personnes ne feraient pas. Elle avait menti, trompé, utilisé les autres. Mais en regardant ses yeux bleus, attendant une réponse, elle n'a pu dire qu'une chose. « Je ne sais pas si je suis une bonne personne, » a-t-elle chuchoté. « Mais je ne laisserai personne te faire de mal, je promets. » Lily a parlé pour la première fois, sa voix comme si elle n'avait pas parlé depuis longtemps. Elle dit « Maman est partie parce que nous étions méchantes. » Elle dit « Papa ne nous aime pas, c'est pourquoi il est toujours absent. » Elle dit « Personne ne veut de nous. » C'était comme si un couteau avait été enfoncé dans la poitrine de Ren. La rage montant si violemment qu'elle a dû serrer les dents pour s'empêcher de crier. Mais elle l'a ravalé parce que les enfants n'avaient pas besoin de sa colère. Ils avaient besoin de calme. Ils avaient besoin de voir quelqu'un de plus fort que leur peur. « C'est un mensonge, » a dit Ren, sa voix ferme même si son cœur se brisait. « Votre mère vous aimait beaucoup, et votre père vous aime aussi. Ne croyez jamais ce qu'elle dit. Jamais. » Emma l'a regardé, puis elle a lentement porté le pain à sa bouche. Lily a pris le fromage et a mangé tranquillement, comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. Ren est resté là dans l'obscurité, les surveillant pendant qu'elle mangeait, sachant une chose avec une clarté absolue. Elle ne pouvait plus attendre. Elle devait agir, même si cela signifiait risquer tout ce qu'elle avait. Cette nuit-là, Ren n'a pas dormi. Allongée sur le lit étroit dans sa petite chambre, les yeux fixés sur le plafond, son esprit tourbillonnant avec ce qu'elle avait été témoin et ce qu'elle savait qui allait arriver. Les photographies dans la valise de Serena, la liste des familles marquée du mot « terminé », la façon dont Serena traitait Emma et Lily quand personne ne regardait. Toutes les pièces s'assemblant en une image horrible que Ren ne pouvait ignorer. Elle devait faire quelque chose. Maintenant, près de minuit, Ren est sortie de sa chambre et s'est déplacée dans l'obscurité comme une ombre. Connaissant la routine de Serena, sachant que la femme buvait toujours un verre de liqueur avant de se coucher et ne quitterait pas sa chambre avant le matin, sachant que c'était la seule chance, Ren a déverrouillé la chambre des enfants et s'est glissée à l'intérieur, trouvant Emma et Lily encore éveillées, recroquevillées ensemble sur le lit, comme si elles attendaient quelque chose. Peut-être attendant Ren. Peut-être attendant que quelqu'un vienne leur dire que tout irait bien. Ren s'est agenouillée près du lit et a sorti de sa poche le vieux téléphone qu'elle avait caché depuis son premier jour ici. Le téléphone qu'elle utilisait pour contacter des sources du monde souterrain en cherchant Ivy. Maintenant destiné à autre chose. « Emma » a chuchoté Ren, lui tendant le téléphone. « Tu dois appeler ton père. Dis-lui que tu as peur. Dis-lui que quelque chose ne va pas. Dis n'importe quoi pour le faire rentrer à la maison. » Emma a regardé le téléphone comme si c'était quelque chose d'un autre monde. Ses yeux bleus grands ouverts avec la peur mêlée d'espoir. Mais elle a chuchoté que Serena avait dit qu'elle n'avait pas le droit d'appeler, que si elle disait à quelqu'un, quelque chose de grave arriverait. Ren a pris les petites mains d'Emma et les a serrées doucement. « Ne l'écoute pas, » a-t-elle dit, sa voix ferme même si son cœur battait la chamade. « Ton père te croira. Ton père t'aime. Tu as juste besoin d'appeler et de dire la vérité. Tu me fais confiance? » Emma a regardé Ren un long moment, puis a jeté un coup d'œil à Lily et les sœurs ont échangé ce regard silencieux que seules elles comprenaient et Lily a fait un petit signe de tête. Emma s'est retournée et prit une profonde inspiration
et a décroché le téléphone pendant que Ren composait le numéro de Marcus à partir des contacts qu'elle avait trouvés dans le dossier du personnel. Le téléphone a sonné une fois, 2 fois, 3 fois, puis a cliqué. Et la voix de Marcus est passée, inquiète malgré sa tentative de calme. Emma, Lily. Emma a serré le téléphone, tout son corps tremblant, ouvrant la bouche. Mais aucun son n'en sortait jusqu'à ce que Ren pose une main sur son épaule et chuchote qu'elle pouvait le faire. Emma est fermé les yeux, trouvant finalement le courage de prononcer les mots qui allaient déclencher la tempête. « Papa, elle te vole. » C'était tout, une courte phrase sans explication ni détail. Mais Ren savait que c'était tout ce qu'Emma pouvait donner à ce moment-là. Le cri d'aide d'une enfant trop longtemps réduite au silence. À ce moment exact, la porte de la chambre s'est ouverte en grand et Serena se tenait dans l'encadrement de la porte, les cheveux défaits, les yeux flamboyants d'une fureur non dissimulée, se précipitant pour arracher le téléphone des mains d'Emma et couper l'appel avant que Marcus ne puisse dire un autre mot. « Qu'est-ce que tu crois faire? » a hurlé Serena, se tournant vers Ren, sa voix aussi tranchante que du verre brisé. « Qui te crois-tu pour t'immiscer dans mes affaires? » Ren s'est levé et s'est placé entre Serena et les enfants, ne reculant pas, ne tremblant pas, rencontrant le regard du prédateur avec un calme glacial. « Je suis celle qui ne te laissera pas toucher ses enfants, » a-t-elle dit. Serena a ri, un son creux et glacial, qualifiant Ren de courageuse avant de se retourner et de crier à l'aide. 2 silhouettes sont apparues dans l'encadrement de la porte. Des hommes que Ren n'avait jamais vus dans le domaine. Des hommes qui n'étaient clairement pas du personnel ordinaire, grands, au visage dur, leurs yeux fixés sur Ren comme sur un problème à régler. « Emmenez-la au sous-sol », a ordonné Serena. « Je m'occuperai d'elle plus tard. » Ren a lutté, mais ils étaient trop forts, la traînant hors de la pièce, en bas des escaliers, à travers des couloirs sombres, tandis que le cri d'Emma déchirait la maison derrière elle et le cœur de Ren, l'appelant encore et encore jusqu'à ce que la porte du sous-sol claque et que l'obscurité engloutisse tout. Ils l'ont attachée à une vieille chaise sans un mot et sont partis. Des pas s'estompant, le loquet cliquant comme un verdict. Ren est resté seul dans l'obscurité du sous-sol, les poignets brûlants à cause des cordes, les lèvres fendues à cause d'une gifle, ne sachant pas si l'appel avait atteint Marcus à terme, ne sachant pas s'il avait entendu les mots d'Emma, ne sachant pas si elle survivrait à la nuit, mais sachant une chose avec certitude, elle avait essayé. Et parfois, essayer était tout ce que l'on pouvait faire. L'hélicoptère de Marcus a atterri sur une aire d'atterrissage privée près de Chicago avant que le ciel ne s'éclaircisse complètement. Et il n'a pas attendu que les pales ralentissent, n'a pas attendu que le pilote coupe le moteur, n'a rien attendu du tout. Il a sauté et s'est précipité vers le SUV noir qui attendait déjà. Là où Dante se tenait avec une attention sur son visage que Marcus voyait rarement. « Qu'est-ce qui s'est passé? » a exigé Marcus en ouvrant la portière de la voiture, sa voix tranchante comme une lame. Dante a secoué la tête, l'inquiétude gravée profondément sur ses traits. « Je ne sais pas. » Raclement de gorge. « J'appelle la maison depuis que j'ai appris que tu rentrais en avion. » Personne n'a répondu. Ni Serena, ni Grace. Personne. Marcus a serré la mâchoire. Conduit. Maintenant, le SUV a traversé les rues de Chicago dans la pâle lumière de l'aube, le moteur rugissant comme un animal de chasse. Pendant que Marcus était assis sur la banquette arrière, regardant droit devant lui, bien que son esprit soit ailleurs, la voix d'Emma résonnait dans sa tête petite et tremblante. « Papa, elle te vole. » Il ne comprenait pas ce que les mots signifiaient, mais il comprenait la peur derrière eux. Le plaidoyer enfoui dans cette unique phrase, et il comprenait qu'il avait manqué trop de signes. La voiture a crissé à l'arrêt aux portes du domaine. Marcus était sorti avant même que le moteur ne coupe, courant vers la porte d'entrée qui n'était pas verrouillée. Il l'a poussée et s'est arrêté. Silence. La maison était noyée dans un silence si épais
qu'il semblait faux. Pas de pas, pas de voix, pas de bruit d'enfants riant, rien d'autre qu'un vide creux comme une tombe. « Emma !» a crié Marcus, sa voix résonnant à travers le vaste espace. « Lily !» Pas de réponse. Il a monté les escaliers 2 par 2 et a défoncé la porte de la chambre des enfants. Vide. Les lits de creates, des jouets éparpillés sur le sol, mais pas d'enfants. Dante est apparu derrière lui avec un téléphone pressé contre son oreille. « Je viens de parler à Grace. Serena l'a envoyé en congé hier. A dit qu'il y avait un remplaçant. Grace ne savait rien de ce qui se passait. » Les poings de Marcus se sont serrés alors que la rage s'allumait dans sa poitrine. « Où est Serena? Où sont mes filles? » Dante a regardé sa montre. Il est 6 heures du matin. Normalement, les filles partent à l'école à 8, mais l'école n'est pas ouverte si tôt. Marcus était sur le point de parler quand un son est monté d'en bas. Un faible bruit comme des coups venant du sous-sol. Les 2 hommes ont échangé un regard et se sont précipités en bas des escaliers. La porte du sous-sol était verrouillée de l'extérieur. Marcus a brisé la serrure d'un seul coup de pied et a fait irruption à l'intérieur. Le sous-sol était plongé dans l'obscurité. L'air épais d'humidité et de pourriture. La lumière du téléphone de Dante a balayé l'espace et s'est arrêtée dans un coin. Ren était là, attaché à une vieille chaise. Son visage meurtri, ses lèvres fendues, mais ses yeux brûlaient d'une vive lumière quand elle les a vus. Marcus s'est précipité en avant, ses mains tremblantes alors qu'il coupait les cordes. Ne sachant pas pourquoi elle tremblait, ne sachant pas pourquoi sa poitrine se serrait à la vue de ses blessures, sachant seulement qu'il devait la sortir et qu'il devait trouver ses filles. « Où sont les filles ?» a-t-il exigé au moment où la dernière corde est tombée. Ren a toussé, sa voix enrouée, mais claire. L'école. Elle les a emmenés à l'école. Il y avait une camionnette de ramassage, un réseau de trafic. Quel réseau? A claqué Marcus, serrant les épaules de Ren, ses yeux gris flamboyants. De quoi parlez-vous? Ren a rencontré son regard sans ciller, sans peur, même après une nuit d'enfer. Serena Cross fait partie d'un réseau de trafic qui cible des familles monoparentales riches avec de jeunes enfants. Ce n'est pas une nounou, c'est un prédateur. Et Emma et Lily sont ses prochaines cibles. J'ai vu les dossiers, j'ai vu la liste, d'autres familles aussi, certaines maquettes terminées. C'était comme si un poing frappait la poitrine de Marcus. Le monde tournoyant pendant une brève seconde avant que tout ne prenne une clarté terrifiante. Il s'est redressé et s'est tourné vers Dante, sa voix froide comme la glace, et portant une fureur qui pourrait réduire une ville en cendres. Appelez Harrison, le FBI. Dites-leur qu'il y a un enlèvement d'enfants actif à l'Académie Northbrook. Et préparez mon équipe. Dante a hoché la tête et a commencé à composer immédiatement. Marcus s'est retourné vers Ren. Elle était debout maintenant, chancelante mais droite. « Pouvez-vous marcher ?» a-t-il demandé. Ren l'a regardé. Ses yeux bruns s'éclairaient d'un feu. Il a reconnu le feu de quelqu'un qui avait trop perdu et refusait de perdre davantage. Le feu de quelqu'un prêt à brûler le monde pour protéger ce qu'il aimait. « Je ne suis pas venu ici pour rester les bras croisés, » a dit Ren, se dirigeant vers les escaliers. Et bien que ses jambes tremblassent, elle ne s'est pas arrêtée. Marcus l'a regardé un instant, puis l'a suivi. Il n'y avait pas de temps pour la peur, pas de temps pour le regret, seulement du temps pour agir. Le SUV a rugi hors des portes du domaine en direction de l'Académie Northbrook. Et à l'intérieur du véhicule, Marcus a serré le poing contre la poignée de porte, les yeux froids comme l'acier tandis qu'une tempête faisait rage en lui. Il avait manqué trop de signes. Il avait ignoré trop d'avertissements. Il avait laissé un prédateur entrer chez lui et menacer ses filles sous son propre toit. Mais il ne la laisserait pas finir ce qu'elle avait commencé. Même s'il devait réduire tout Chicago en cendres, il ramènerait ses filles à la maison où quelqu'un paierait dans le sang. L'Académie Northbrook, une école privée nichée dans un quartier calme des banlieues nord de Chicago, se tenait derrière des rangées de chênes centenaires,
Ces bâtiments historiques en briques rouges servant les enfants des familles les plus riches de la ville. Un endroit où des caméras de sécurité surveillaient chaque recoin et des procédures strictes régissaient chaque mouvement. Pourtant, ce matin-là, toutes ces protections étaient inutiles contre un prédateur qui avait planifié chaque étape à l'avance. Serena Cross est arrivée à 6h45 du matin, 15 minutes avant l'heure d'ouverture officielle. Vêtue d'un élégant tailleur gris, les cheveux soigneusement attachés et un sourire impeccable sur les lèvres, portant une pile de documents d'apparence impeccablement officiels, avec timbre et signature parfaitement falsifiés. « Je dois prendre Emma et Lily Blackwood immédiatement », a-t-elle dit à la réceptionniste d'une voix urgente mais posée. « Il y a une urgence familiale. Leur père m'a autorisé. » La réceptionniste, une femme d'âge moyen nommée Margaret, a étudié les papiers avec hésitation. « Notre procédure exige une confirmation directe d'un parent avant de laisser partir un élève plus tôt. » « C'est une urgence, » a insisté Serena, son ton s'aiguisant légèrement. « Monsieur Blackwood est en route pour l'hôpital et ne peut pas téléphoner pour le moment. Veuillez comprendre. » Margaret a hésité une seconde de plus, puis a décroché le téléphone pour appeler le bureau. Et quelques minutes plus tard, l'enseignante Evelyn Marsh a escorté Emma et Lily dans le hall principal. Les filles marchaient lentement, les mains serrées, les yeux fixés sur le sol, et Evelyn a immédiatement remarqué. En 2 ans d'enseignement, elle avait vu de nombreux enfants réticents à rentrer chez eux pour toutes sortes de raisons, mais elle n'avait jamais vu une peur aussi flagrante. Emma n'a pas couru vers Serena comme un enfant le ferait normalement en voyant quelqu'un de familier. Au lieu de cela, elle a resserré sa prise sur la main de son enseignante comme si elle s'accrochait à une dernière bouée de sauvetage. Tandis qu'à côté d'elle, Lily pleurait sans bruit, des larmes coulant sur ses joues, mais aucun bruit ne s'échappant. Evelyn s'est agenouillée à leur hauteur. « Ça va? » a-t-elle demandé doucement. « Emma ne veut pas y aller, » a chuchoté Emma, sa voix tremblante. « Emma veut rester avec vous. » Serena s'est avancée, son sourire tendu. « Ne sois pas bête, » a-t-elle dit gentiment, bien que ses yeux soient froids comme la glace. « Nous devons y aller maintenant. Papa attend. » Evelyn s'est levée, chaque instinct d'enseignante et d'instinct de protection de l'enfance montant à la fois. « Je dois confirmer avec monsieur. »« Blackwood d'abord, » a-t-elle dit calmement, mais fermement. « C'est la procédure requise. Il n'y a pas de temps. » Serena s'est avancée pour attraper la main d'Emma, mais Evelyn l'a bloquée. « Je suis désolé, mais je ne peux pas permettre à quiconque de retirer un élève sans confirmation parentale. C'est la règle. » Pendant une fraction de seconde, les yeux de Serena ont changé, le masque doux glissant pour révéler quelque chose de froid et dangereux en dessous. Puis elle a souri légèrement, comme si tout cela était un malentendu. « D'accord, » a-t-elle dit, « j'attendrai. » Mais Evelyn en avait assez vu. Elle s'est tournée vers Margaret au bureau et a prononcé un seul mot, « verrouillé ». Margaret a compris instantanément et a appuyé sur le bouton sous le bureau. Les alarmes ont retenti dans toute l'école en quelques secondes alors que les portes d'entrée se verrouillaient automatiquement. Les portes des salles de classe ont claqué et les enseignants ont commencé à diriger les élèves vers des zones sécurisées. Serena a juré et a essayé d'entraîner Emma vers une sortie latérale, mais cette porte s'était également verrouillée et elle s'est retournée, ses yeux balayant le hall comme un animal acculé. Dehors, les sirènes de police ont commencé à hurler au loin, se rapprochant rapidement. Quelqu'un avait appelé la police. Peut-être Margaret, peut-être Evelyn, ou peut-être l'appel du FBI que Dante avait passé en chemin. Serena savait qu'elle manquait de temps. Elle a relâché la main d'Emma et est revenue vers la sortie du personnel. Mais quand elle s'est retournée, elle s'est retrouvée face à face avec Marcus Blackwood. Debout comme un mur d'acier, les yeux gris froids comme la glace avec l'enfer brûlant derrière eux. Dante bloquant la seule évasion restante à ses côtés, et Ren s'avançant derrière eux, le visage meurtri et les lèvres fendues, mais se tenant droite comme une guerrière qui avait survécu à la bataille.
Tu as touché mes enfants, a dit Marcus, sa voix si basse et froide que l'air lui-même semblait gelé. Tu pensais pouvoir toucher mes enfants et t'en aller? Serena a ri, un son creux et glacial. Tu ne comprends pas à qui tu as affaire. Blackwood. Victor Kane n'est pas quelqu'un que tu veux comme ennemi. Il a des gens partout et il ne laissera pas ça passer. Je me fiche de qui est Victor Kane. Marcus s'est avancé. Chaque pas lourd et délibéré. Je me soucie seulement que tu finisses là où tu dois être, derrière les barreaux ou à 6 pieds sous terre. Ton choix. Les portes d'entrée ont éclaté alors que la police inondait l'endroit. Armes dégainées, agents du FBI menant l'assaut. Et le détective Cole Harrison, qui suivait le réseau de Victor Kane depuis des années sans assez de preuves, a vu Serena Cross et a su instantanément. Mais notez-la, a ordonné Harrison. Serena Cross, vous êtes en état d'arrestation pour complot, en vue d'enlèvement et implication présumée dans un réseau de trafic interétatique. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous au tribunal. Alors que les menottes se sont refermées autour des poignettes de Serena, Emma et Lily, ont couru vers Marcus et il s'est mis à genoux, ouvrant les bras. Et pour la première fois en 2 ans, il a tenu ses filles comme si sa vie en dépendait. Emma sanglotait sur son épaule, le son se libérant après trop de jours silencieux, tandis que Lily s'accrochait à son cou, tout son corps tremblant. Marcus n'a pas parlé. Il les a seulement tenus, s'accrochant comme si les laisser partir les ferait disparaître, s'accrochant comme si c'était sa dernière chance de le faire. Et à quelques pas, Ren se tenait à regarder, les larmes brouillant sa vision, ne sachant pas exactement pourquoi elle pleurait, sachant seulement que pour la première fois en de nombreuses années, elle sentait qu'elle avait fait quelque chose de bien. Et pour la première fois, elle sentait que l'espoir n'était pas une chose stupide après tout. Le siège du FBI à Chicago se trouvait dans un grand bâtiment de verre au cœur de la ville, froide et impersonnelle comme le travail effectué entre ses murs. Et cette nuit-là, Serena Cross était assise dans une salle d'interrogatoire, les menottes toujours au poignet, ses cheveux autrefois parfaitement coiffés maintenant défaits et désordonnés, ses yeux gris-bleu toujours froids, mais dépouillés de leur ancienne arrogance. Derrière la vitre sans teint, Marcus et Ren se tenaient en silence, observant, tandis qu'Emma et Lily avaient déjà été ramenées à la maison par Grace au domaine, où l'équipe de sécurité de Dainty montait la garde toute la nuit, laissant Marcus enfin libre de se concentrer sur autre chose, s'assurant que Serena Cross et tous ceux qui se cachaient derrière elle paieraient le prix. Le détective Cole Harrison est entré dans la pièce portant un épais dossier, un homme d'âge moyen avec des cheveux poivre et sel et les yeux perçants de quelqu'un qui avait passé sa vie à chasser les trafiquants, et s'est assis en face de Serena, a posé le dossier sur la table et l'a ouvert lentement. « Nous avons votre dossier, Serena, » a dit Harrison calmement, comme s'il discutait du temps. « Où devrais-je vous appeler, Sarah ou Sandra? Combien d'identités avez-vous utilisées au cours des 12 dernières années? » Serena n'a rien dit. Elle a seulement regardé en arrière avec des yeux vides. Et Harrison a continué. « Nous avons aussi des preuves du domaine Blackwood. Liste de cibles, photographies, notes. Vous n'avez pas été aussi prudente que vous le pensiez, Serena. Ou vous pensiez que vous ne seriez jamais arrêté? » Le silence a pesé lourdement alors que Harrison se penchait en avant. « Connaissez-vous la peine pour le trafic d'êtres humains interétatiques, la peine capitale fédérale? C'est si vous ne coopérez pas. Mais si vous nous donnez Victor Kane et son réseau, nous pourrions envisager une réduction de peine. » Pour la première fois, une fissure est apparue dans le sang-froid de Serena alors qu'elle regardait vers la vitre sans teint, comme si elle sentait quelqu'un là. « Si je parle, a-t-elle dit d'une voix rauque, je veux une protection. Victor ne pardonne pas les traîtres. Vous serez protégé, a hoché la tête Harrison. Commencez à parler. Et Serena a parlé, révélant que le réseau de Victor Kane opérait depuis plus de 12 ans à travers le Midwest, Chicago, Detroit.
Milwaukee, Minneapolis, ciblant des familles riches, en particulier des pères veufs ou célibataires avec de jeunes enfants, avec Serena agissant comme l'une des recruteuses qui infiltrait les foyers cibles sous le couvert d'une nounou ou d'une femme de ménage. Combien de victimes? A demandé Harrison. Serena a hésité. Des centaines au fil des ans. Je ne connais pas le nombre exact. J'étais juste un maillon de la chaîne. En dehors de la pièce, Marcus serrait les poings, la rage montant dans sa poitrine. Des centaines d'enfants, des centaines de familles détruites, et il avait presque failli en faire partie. À l'intérieur, Harrison a insisté sur l'emplacement de Victor Kane, les sites d'opération, les complices, et Serena a donné des détails pièce par pièce, sa voix tremblant de plus en plus à chaque mot, alors qu'elle réalisait qu'elle enterrait Victor vivant. Harrison est sorti pour consulter ses collègues, puis s'est tourné vers Marcus et Wren. Elle coopère, a-t-il dit, mais Victor Kane est une grosse cible. Nous avons besoin de temps pour tout vérifier. Laisse-moi entrer, a dit Marcus froidement. Je ne peux pas faire ça. Harrison a secoué la tête. Vous n'êtes pas des forces de l'ordre. Mais il a regardé Wren, le peu de l'être. Wren a cligné des yeux. Moi. Elle a des informations que Serena peut confirmer. Harrison a expliqué à propos de sa sœur. Si elle demande directement, Serena pourrait répondre. Le cœur de Wren a battu la chamade alors qu'elle regardait Marcus et il a fait un petit signe de tête. Et elle est entrée dans la salle d'interrogatoire faisant face à la femme qui l'avait enfermée au sous-sol des heures plus tôt. Serena a levé les yeux, ses yeux s'écarquillant. Ah, la curieuse femme de chambre. Elle a ricané. Wren a ignoré la moquerie, s'est assise et posé ses mains sur la table et a rencontré le regard du prédateur. Ivy Sullivan, raclement de gorge, a dit Wren d'une voix stable malgré son cœur battant la chamade. 24 ans, enlevée à Milwaukee il y a 9 ans. Vous savez où elle est? Serena a incliné la tête, étudiant Wren comme un spécimen étrange. Tu es la sœur de la vieille marchandise. Wren n'a pas réagi. Elle a attendu. Et après un long silence, Serena a soupiré, comme acceptant l'inévitable. Ivy Sullivan, a-t-elle murmuré, cherchant dans sa mémoire. Je me souviens de ce dossier. Elle a été vendue à un client à Detroit au début, mais l'accord a échoué. Trop têtue. Ne se conformerait pas. Où est-elle maintenant? A demandé Wren, sa voix tremblante malgré elle. Detroit, a répondu Serena. Il y a une usine de confection en périphérie. Victor garde là-bas celles qui ne peuvent pas être vendues. Elles travaillent jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus. Si ta sœur est encore en vie, elle est là-bas. Wren s'est levée, ses jambes tremblantes, mais sa résolution intacte, et est sortie pour faire face à Marcus, attendant dehors. Detroit, a-t-elle dit fermement. Elle est à Detroit. Marcus l'a étudié un long moment, puis a hoché la tête. Nous y allons ensemble. Wren ne l'a pas remercié. Elle a seulement hoché la tête en retour. Mais à ce moment-là, elle a senti quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis 9 longues années. L'espoir. 44 heures poussant, le convoi s'est silencieusement engouffré dans une zone industrielle abandonnée à la périphérie de Détroit. Le ciel était encore d'un noir profond à 5 heures du matin. L'heure où l'obscurité était à son comble avant que l'aube ne déchire l'horizon. Le moment parfait pour un raid lorsque la proie flottait encore dans un demi-sommeil et que le chasseur devenait le chassé. Le FBI a coordonné avec le SWAT de Détroit. 12 véhicules blindés, plus de 50 agents tactiques et un mandat de perquisition signé par un juge fédéral. Mais derrière le convoi officiel se trouvait un SUV noir sans plaque d'immatriculation gouvernementale et à l'intérieur était assis Marcus Blackwood, les yeux froids comme l'acier. Dante à ses côtés, ainsi que 3 hommes de son équipe privée. Harrison avait argumenté contre la présence de Marcus, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une opération du FBI sans place pour les civils. Mais Marcus n'était pas un civil. Il était Marcus Blackwood. Et à Chicago comme à Détroit, ce nom ouvrait plus de portes que n'importe quel badge. Alors finalement, Harrison a cédé, lui permettant de venir en tant que conseiller
à condition qu'il ne porte pas d'armes et qu'il reste en arrière jusqu'à ce que le site soit sécurisé, une condition que Marcus a acceptée car il n'avait pas besoin d'une arme pour s'occuper de Victor Kane si l'occasion se présentait. L'usine de confection occupait un ancien bâtiment en briques rouges, autrefois une usine textile prospère pendant le pic industriel de Détroit, avant l'effondrement de la ville. Maintenant, rien de plus qu'une coquille vide avec des fenêtres barricadées et une clôture de barbelés. Un endroit qui, de l'extérieur, ne laissait pas entendre que quiconque y vivait, exactement comme Victor Kane l'avait voulu. Le signal a été donné à 5h15. Le SWAT a fait irruption par 4 directions simultanément. Des explosifs ont fait sauter les portes. L'explosion a roulé à travers l'aube comme le tonnerre annonçant une tempête, le FBI avançant juste derrière eux. Et en moins de 3 minutes, le bâtiment était entièrement bouclé. À l'intérieur, le chaos a éclaté. Des cris, des pas de course, des tirs épars alors que quelques gardes essayaient de résister, mais ils n'ont jamais eu de chance. Le SWAT les a neutralisés et menottés en quelques secondes. Lorsque l'étage inférieur a été déclaré sécurisé, Marcus est entré, ignorant les gardes face contre terre sur le béton et les agents fouillant chaque recoin, concentrés sur une seule chose, Victor Kane. La scène à l'intérieur de l'usine a même serré la mâchoire de Marcus. Des rangées de machines à coudre industrielles s'étendaient sur le sol. Et assises à chacune se trouvait une personne, principalement des femmes et des jeunes filles, émaciées, pâles, les yeux creux d'épuisement et de malnutrition, regardant l'équipe du SWAT avec des expressions vides comme des fantômes qui avaient oublié comment vivre. 23 personnes, a lu Harrison à voix haute, alors que les agents commençaient à compter. Mon Dieu, 23 vies volées et piégées dans cet enfer. Ren voudrait le savoir, mais elle n'était pas ici. Marcus avait insisté pour qu'elle reste à Chicago avec Emma et Lily. Ne voulant pas la laisser voir ce qui aurait pu arriver à sa sœur au cours des 9 dernières années, la radio de Harrison a grésillé. Nous avons Kane. 2e étage, bureau est, Marcus n'a pas attendu la permission. Il a dévalé les escaliers devant les agents protestataires et a défoncé la porte du bureau. Raclement de gorge. Victor Kane se tenait à l'intérieur, des documents brûlants dans une poubelle métallique, un homme d'une 40aine d'années aux cheveux lissés poivre et sel, et un costume noir qui le faisait ressembler à un homme d'affaires respectable. Sauf ses yeux, les yeux d'un prédateur habitué depuis longtemps à chasser sans remords. 2 agents du SWAT l'ont menotté avant que Marcus ne puisse s'approcher, et Victor a regardé Marcus avec une curiosité ouverte, comme s'il rencontrait un adversaire intéressant sur un échiquier. « Blackwood », a-t-il dit calmement, d'une manière exaspérante. « J'ai entendu parler de vous. Vous pensez avoir gagné? » Marcus n'a pas répondu. Il a simplement fixé l'homme qui avait failli lui prendre ses filles, les yeux figés. Victor a ri, un son creux et froid. Ce n'est qu'un maillon. Blackwood en coupe un et 10 repousse. Vous ne pouvez pas détruire quelque chose qui est enraciné si profondément. Marcus n'a toujours pas répondu. Il n'était pas venu pour discuter avec un trafiquant. Il était venu le regarder menotter et c'était suffisant. Alors que Victor Kane était emmené, Harrison s'est approché de Marcus tenant une feuille de papier. Nous avons trouvé ceci dans ses dossiers à propos d'Ivy Sullivan. Elle n'est pas ici. Elle a été transférée à un autre endroit, un appartement en dehors de Detroit. C'est l'adresse. Marcus a pris le papier, fixant l'adresse écrite à l'encre bleue. 9 ans que Ren cherchait sa sœur, et la réponse était à moins de 20 minutes. Il a sorti son téléphone et a appelé Ren. Et quand elle a répondu, il a dit une seule chose. « Viens à Detroit. » Je l'ai trouvé. L'appartement était au 3e étage d'un immeuble délabré à la périphérie de Detroit. Le genre de location bon marché avec des couloirs sombres et l'odeur d'humidité s'accrochant à chaque mur. La police locale était arrivée avant eux, sécurisant la zone et contenant la scène. Et quand la voiture de Marcus s'est arrêtée dehors, Ren a sauté avant que les roues ne cessent de rouler.
Elle avait volé de Chicago à Detroit dès que Marcus avait appelé. Sans dormir, sans manger, avec une seule pensée tourbillonnant sans relâche dans son esprit, Ivy, sa sœur. Et après 9 ans, elle était sur le point de la revoir. Cet espoir venait mêlé à la peur. Peur de ce qu'elle trouverait. Peur de ce que 9 ans avaient fait à sa sœur. Peur que l'Ivy dont elle se souvenait, la jeune fille de 15 ans au sourire éclatant et aux yeux remplis de rêves, n'existe plus. Marcus a suivi un pas derrière, silencieux, stable, une ombre solide dans son dos. Et il avait été ainsi tout le vol, ne questionnant pas, ne réconfortant pas, simplement présent, lui faisant savoir qu'elle n'était pas seule, ce qui était tout ce dont Wren avait besoin. Ils ont monté les escaliers étroits, devant des murs striés de peinture écaillée, et se sont arrêtés devant l'appartement 37, où un officier a hoché la tête et a ouvert la porte. L'appartement était étouffant de petitesse. Une seule pièce avec une kitchenette délabrée, un lit simple bancal et une fenêtre scellée avec du carton. Pas de lumière naturelle, pas d'air frais, seulement l'obscurité et l'odeur du désespoir. Et dans le coin de la pièce, une femme était assise recroquevillée sur le sol. Elle était si mince, ses os d'épaule pressés fortement contre le tissu déchiré de sa chemise. Des cheveux qui avaient autrefois été noirs brillants maintenant cassants et emmêlés. Des yeux qui avaient autrefois brillé maintenant creux comme des puits sans fond. Mais Wren a su instantanément. C'était Ivy, sa sœur. Après 9 ans, Ivy a chuchoté Wren, sa voix se coinçant dans sa gorge alors qu'elle s'avançait lentement, comme approchant un animal blessé, craignant que tout mouvement soudain n'envoie sa sœur dans la panique. C'est moi, c'est ta sœur, c'est Wren. La femme sur le sol a levé les yeux, son regard se posant sur Wren sans reconnaissance. Aucune étincelle de mémoire, aucun scintillement de joie, seulement de la confusion, un vide. « Je n'ai pas de sœur », a dit Ivy, sa voix rauque comme si elle n'avait parlé à personne depuis des années. « Va-t'en, laisse-moi tranquille. » C'était comme si une lame s'enfonçait directement dans la poitrine de Wren. Et elle s'était préparée à beaucoup d'accessoires. À voir Ivy blessée, brisée, marquée. Mais elle ne s'était pas préparée à ne pas être reconnue, à ce que sa sœur la regarde comme une étrangère. Ivy. Wren s'est agenouillée, forçant sa voix à rester stable. « Tu as une sœur, je suis là, je te cherche depuis 9 ans. » 9 ans, je n'ai jamais arrêté. Ivy a reculé, se serrant dans le coin comme si elle essayait de se dissoudre dans l'ombre. « Va-t'en » a-t-elle répété, la panique montant dans sa voix. « Je ne veux pas sortir. C'est dangereux dehors. Ils me reprendront. C'est sûr ici. Personne ne me touche ici. Va-t'en. » Wren a trop bien compris. Compris qu'Ivy avait été enfermée si longtemps, brisée si profondément, que la cage était devenue la seule sécurité qu'elle connaissait, que la liberté était devenue plus terrifiante que la captivité, qu'elle avait oublié qu'elle avait autrefois une autre vie, une famille, une sœur qui l'aimait. Wren n'a pas essayé de la relever ou d'argumenter. Au lieu de cela, elle s'est assise sur le sol à quelques pas et est simplement restée. « C'est bon », a-t-elle dit doucement, comme parlant à un enfant effrayé. « Je ne vais nulle part. Je suis ici avec toi. Je vais rester assise ici jusqu'à ce que tu sois prête. Pas de précipitation, pas de pression. Je suis juste ici. » Le silence s'est étiré. Marcus regardant depuis l'embrasure de la porte avec une expression que Wren ne pouvait pas lire, ne disant rien, n'interférant pas, sachant que c'était une bataille que Wren devait mener seule. Puis, après un long laps de temps que Wren ne pouvait mesurer, Ivy a parlé, sa voix petite et distante, comme un écho venant de quelque part au fond d'une âme brisée. « Te souviens-tu de la chanson que maman chantait? » Les larmes ont monté aux yeux de Wren. Parce qu'elle se souvenait clairement de la berceuse que leur mère leur chantait chaque nuit avant de dormir, avant l'accident de voiture qui lui a coûté la vie, avant que 2 orphelines ne soient jetées dans des foyers d'accueil et broyées par le monde.
Elle se souvenait et elle a commencé à chanter. Sa voix tremblante, inégale, imparfaite, mais la mélodie inchangée, le souvenir intact, l'amour toujours là. Ivy a écouté et quelque chose a changé dans ses yeux vides. Une petite lumière fragile, comme une bougie vacillant dans une tempête. Et puis les larmes sont venues, une par une, coulant sur ses joues creuses sur le sol sale de l'appartement. La première fois qu'Ivy avait pleuré depuis de nombreuses années. Ren, a chuchoté Ivy, sa voix comme une enfant qui avait finalement retrouvé le chemin de la maison après avoir été perdue dans l'obscurité trop longtemps. Sœur, a dit Ren. Elle a simplement ouvert les bras. Et Ivy, après 9 ans, s'y est enfin glissée et s'est laissée étreindre. Marcus a attendu devant l'appartement pendant 3 heures. Il ne l'a pas pressé, n'a pas frappé pour poser des questions, n'a envoyé personne vérifier. Il est simplement resté là, le dos contre le mur écaillé du couloir, les yeux baissés sur son téléphone pendant que son esprit était ailleurs. Il a pensé à Catherine, il a pensé à Emma et Lily. Il a pensé à ce qu'il avait presque perdu et à ce que la femme dans cette pièce avait vraiment perdu pendant 9 longues années. Il ne savait pas ce que Ren avait dit à sa sœur, ne savait pas combien ils avaient pleuré ou combien de temps ils s'étaient tenus. Il savait seulement que lorsque la porte s'est finalement ouverte, Ren est sorti les yeux rougis, mais un regard plus lumineux que tout ce qu'il avait jamais vu. Et à ses côtés se tenait Ivy Sullivan, mince et tremblante, mais debout, étant sortie de la pièce, étant sortie de la cage. Marcus n'a pas parlé, il a simplement fait un petit signe de tête et leur a ouvert la portière de la voiture. Ivy a hésité sur le seuil, ses yeux sauvages balayant l'intérieur comme si cela pouvait être un autre piège. Ren a serré doucement la main de sa sœur. « C'est bon, a-t-elle chuchoté. Je suis là. Personne ne te fera plus de mal. » Ivy a regardé sa sœur, puis Marcus, puis de nouveau sa sœur, et après un moment, elle a hoché la tête et est montée dans la voiture. Le trajet de retour à Chicago a duré près de 5 heures. Marcus a conduit en silence, les yeux fixés sur la route, s'étirant devant, jetant parfois un coup d'œil dans le rétroviseur, où Ren et Ivy étaient assises à l'arrière. Ivy s'était endormie contre l'épaule de sa sœur, son visage émacié, toujours tendu même dans le sommeil. Ren est resté éveillé, un bras enroulé autour de sa sœur, l'autre lissant doucement ses cheveux cassants comme leur mère le faisait quand elles étaient enfants. « Merci, a dit Ren si doucement. Marcus l'a presque pas entendu. Il n'a pas regardé en arrière. Ne me remercie pas. Ren est resté silencieuse un instant, puis a parlé à nouveau. Je le pense, tu m'as aidé à la retrouver. Tu as fait des choses que tu n'avais pas à faire. Tu ne me dois rien. Marcus a serré sa prise sur le volant, sa mâchoire se durcissant. Je le pense aussi, a-t-il répondu d'une voix égale. Ne me remercie pas. Tu as sauvé mes filles avant que je ne fasse quoi que ce soit. Tu as risqué ta vie pour elles pendant que j'étais assis à New York, ignorant chaque signe. Si quelqu'un doit quelque chose à quelqu'un ici, c'est moi qui te dois, pas l'inverse. Le silence s'est installé entre eux. Ren ne savait pas quoi dire. Elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un se tienne à ses côtés, n'était pas habituée à une aide qui n'exigeait pas un prix. Sa vie lui avait appris que tout avait un coût, que chaque gentillesse comportait des conditions. Mais Marcus Blackwood l'a regardé dans le miroir sans rien demander du tout, et cela l'a laissée incertaine de la façon de répondre. Après un long moment, Marcus a parlé à nouveau, sa voix plus légère, bien qu'il ne se soit toujours pas retourné. « Où vas-tu aller maintenant, toi et ta sœur? » Ren a regardé Ivy dormir sur son épaule. Elle avait 24 ans. Pourtant, dans les bras de Ren, elle se sentait aussi petite que la jeune fille de 15 ans qu'elle avait perdue et retrouvée après 9 ans d'enfer. « Je ne sais pas, et admit Ren tranquillement. Je n'ai jamais pensé au-delà de la trouver. Je n'ai pensé qu'à la recherche, jamais à ce qui venait après. » Marcus a continué à rouler en silence, passant un panneau qui marquait leur entrée dans l'Illinois.
Et quand les lumières de Chicago ont commencé à apparaître à l'horizon, il a finalement parlé. Vous pouvez rester, a-t-il dit, non pas comme une invitation et non pas comme un ordre, juste une déclaration de fait, vous deux, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous voulez. La maison est assez grande. Et les enfants? Il a hésité une seconde avant de continuer. Les enfants demandent de tes nouvelles. Ren a levé les yeux vers le rétroviseur, rencontrant les yeux de Marcus un bref instant avant qu'il ne se retourne vers la route. Elle ne savait pas si c'était le bon pas. Elle savait seulement que pour la première fois en de nombreuses années, quelqu'un lui offrait un endroit où aller, pas un travail à terminer, pas une mission à achever, juste un endroit où retourner. Ren a regardé sa sœur endormie, puis par la fenêtre où Chicago émergeait lentement dans la lumière de l'aube, et elle a hoché la tête même si Marcus ne pouvait pas la voir. « D'accord, a-t-elle dit, sa voix douce mais stable. Nous resterons. » Marcus n'a pas répondu, mais Ren a vu ses épaules se détendre légèrement. Ce n'était pas une invitation. C'était une reconnaissance, et parfois la reconnaissance était tout ce dont une personne avait besoin pour recommencer. 3 mois passèrent comme un rêve que Ren osait à peine croire réel. Le printemps était venu à Chicago, apportant des brises chaudes et un soleil doré à travers les vastes jardins du domaine Blackwood. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, les rires d'enfants remplissaient une maison qui avait autrefois vécu dans le silence. Emma et Lily jouaient sur la pelouse verte, chassant des graines de pissenlit emportées par le vent. Elles ne bougeaient plus comme des ombres. Elles couraient, elles criaient, elles tombaient dans l'herbe et riaient jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Parfois, elles sursautent encore au bruit soudain. Parfois, elles demandent encore la permission avant de faire les plus petites choses. Mais ces moments sont devenus moins fréquents et les rires plus forts. Grace Sullivan était revenue au domaine en tant que gouvernante principale, mais elle n'était plus seule. Ren était là à ses côtés, aidant avec les enfants, avec la maison, avec tous les petits détails dont un endroit a besoin pour devenir un foyer. Elle n'était pas une femme de chambre et elle n'était pas une invitée. Personne ne définissait ce qu'elle était et elle n'avait pas besoin qu'il le fasse. Elle était simplement là et c'était suffisant. Ivy suivait un traitement dans un centre de réadaptation spécialisé en dehors de Chicago. Les meilleurs soins que l'argent de Marcus pouvait acheter. Les progrès étaient lents, douloureux, remplis de revers et de nuits blanches, mais il y avait des progrès. Une fois par semaine, Ren rendait visite à sa sœur. Parfois, Ivy la reconnaissait instantanément. Parfois, cela prenait quelques minutes, mais chaque fois, quand Ivy souriait enfin et prononçait son nom, Ren savait que la recherche de 9 ans en avait valu la peine. Parfois, Marcus la conduisait au centre. Il n'entrait jamais, pas une seule fois. Il attendait simplement dans la voiture pendant des heures, travaillant sur son ordinateur portable ou passant des appels. Ren ne savait pas pourquoi il le faisait. Elle ne demandait pas et il n'expliquait pas. C'est ainsi qu'il fonctionnait. Pas de questions, pas d'explications. Juste être là l'un pour l'autre d'une manière que les mots ne pouvaient contenir. Marcus avait changé aussi. Pas complètement et pas soudainement. Il était toujours le chef de l'empire souterrain de Chicago, toujours froid et impitoyable envers le monde extérieur, tenant toujours des réunions à huis clos avec Dante que Ren savait mieux ne pas remettre en question. Mais à la maison, il était différent. Il rentrait dîner avec les enfants tous les soirs sans exception. Il s'asseyait, raclement de gorge, au bout de la table, écoutant Emma parler de l'école, écoutant Lily décrire le dessin qu'elle avait fait ce jour-là. Il n'était pas doué avec les enfants. Ses questions étaient parfois maladroites, ses réponses parfois lentes, mais il essayait. Et pour les filles, cet effort était suffisant. Chaque soir avant de se coucher, il lisait à Emma et Lily. Ren l'a entendu une fois en passant devant leur chambre. La voix profonde et stable de Marcus, lisant des histoires de princesses et de châteaux lointains, sonnant si peu familière qu'elle s'est arrêtée juste pour s'assurer qu'elle n'imaginait pas.
C'était la voix d'un homme apprenant à être père à nouveau après 2 ans à s'être enfermé. La voix de quelqu'un essayant de réparer ce qui avait été brisé. Un après-midi de week-end, la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du salon, tandis qu'Emma aidait Ren à plier le linge. Et la fille a soudainement levé les yeux avec des yeux bleus curieux et a demandé si Ren était la petite amie de son père. Ren a failli laisser tomber la chemise dans ses mains, sentant la chaleur monter à son visage alors qu'elle ouvrait la bouche et ne trouvait aucun mot. Juste à ce moment, Marcus est entré dans la pièce avec une tasse de café et s'est arrêté dans l'encadrement de la porte, et Ren a su qu'il avait entendu la question. Leurs yeux se sont rencontrés pour un bref et lourd moment. Marcus n'a pas répondu, n'a rien confirmé ni nié. Il a simplement regardé Ren avec des yeux gris. Elle ne pouvait toujours pas lire après 3 mois sous le même toit, puis s'est retournée et s'est dirigée vers son bureau comme si rien ne s'était passé. Emma a haussé les épaules et est retournée pliée, oubliant déjà la question. Mais Ren non. Elle a regardé Marcus disparaître derrière la porte et s'est demandé où elle se tenait dans cette maison, dans la vie de cet homme, dans une histoire à laquelle elle n'était pas sûre de vouloir appartenir. Certaines choses n'ont pas besoin d'être définies, s'est-elle dit. Elles ont juste besoin d'exister. Mais cette nuit-là, allongée seule dans la chambre que Marcus lui avait donnée, elle s'est retrouvée incapable d'arrêter de penser à la question d'Emma et à la façon dont Marcus l'avait regardée avant de se détourner. Ce matin-là, le domaine Blackwood était rempli de soleil printanier et de l'odeur de pain grillé flottant depuis la grande cuisine. Ren se tenait à la cuisinière, tournant des œufs dans une poêle tout en écoutant les rires d'Emma et Lily résonner dans l'escalier. C'était une tâche qu'elle avait choisie elle-même, non pas parce que quelqu'un l'avait demandé ou assigné, mais parce qu'elle le voulait. Parce que pour la première fois de sa vie, elle avait un endroit qu'elle pouvait appeler chez elle. De petits pieds sont venus en courant dans la cuisine, et 2 figures familières se sont précipitées pour lui serrer les jambes. « Ren, Ren !» a crié Emma, les yeux bleus brillants. « Papa a promis de nous emmener au parc aujourd'hui. Tu viens avec nous? » Ren a regardé les 2 visages levés, attendant sa réponse, et a senti son cœur se réchauffer d'une manière qu'elle ne savait pas nommer. 3 mois plus tôt, ses enfants l'avaient regardée avec peur et suspicion. Et maintenant, elles la regardaient comme quelqu'un qui appartenait ici, qui leur appartenait. Elle ne savait pas comment répondre, et elle a jeté un coup d'œil vers l'entrée de la cuisine où Marcus se tenait, appuyé contre le cadre avec une tasse de café à la main. Il ne lui a pas dit d'y aller ou de ne pas y aller. Ne l'a pas ordonné ou invité, il l'a seulement regardé un instant et a dit de sa voix égale habituelle que la voiture partirait à 10 heures. Rien de plus. Ce n'était pas une invitation et ce n'était pas un ordre. Juste une information. Mais Ren a compris et Marcus savait qu'elle avait compris. Ils se sont regardés un bref instant sans parler et sans en avoir besoin. Il n'y avait pas de promesse entre eux, pas de déclaration d'amour, pas de gestes romantiques comme dans les films. Seulement 2 personnes qui avaient trop perdu et souffert trop longtemps et s'étaient en quelque sorte retrouvées dans l'obscurité. « Je serai prête », a dit Ren doucement. Marcus a hoché la tête et s'est détourné. Mais avant de sortir, il s'est arrêté et sans se retourner, il a parlé plus doucement que d'habitude, comme si les mots étaient plus difficiles que n'importe quel ordre qu'il avait jamais donné dans son empire. « Ren, merci d'être resté. » C'était la première fois qu'il remerciait quelqu'un d'autre que Dante. La première fois qu'il admettait que la présence de quelqu'un comptait pour lui. Ren n'a pas répondu. Elle a seulement souri même s'il ne pouvait pas le voir. Emma lui a tiré la main, ravie. « Ren, tu souris. »« Oui, » a dit Ren, regardant les 2 enfants qui lui tenaient les mains. « Je le fais. » Dehors, par la fenêtre, Chicago s'éveillait sous le soleil printanier. Quelque part dans la ville, Ivy apprenait à faire confiance au monde à nouveau. Un jour à la fois, un pas à la fois. Quelque part dans ce domaine, 2 enfants apprenaient à rire à nouveau après des mois passés à vivre dans la peur. Et quelque part entre ces murs, 2 adultes qui avaient trop perdu apprenaient à s'autoriser l'espoir. Personne n'a dit amour.
Personne n'a promis pour toujours, mais ils sont restés. Et parfois, rester est suffisant. Ce n'était pas une fin heureuse telle que les gens l'imaginent habituellement. Il n'y a eu ni mariage, ni baiser sous les feux d'artifice, ni déclaration d'amour éternel. Ce n'était simplement qu'un nouveau commencement, une chance de guérir, un petit espoir planté parmi les ruines du passé. Et parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin. L'histoire de Marcus, Ren, Emma, Lily et Ivy nous rappelle que la peur grandit dans le silence. Mais l'espoir grandit quand quelqu'un ose parler. Qu'il n'est jamais trop tard pour protéger les gens que nous aimons. Que la rédemption ne vient pas de l'effacement du passé, mais du choix d'un futur différent. Et que la famille n'est pas toujours définie par le sang. Parfois, la famille est les personnes qui choisissent de rester quand le monde essaie de les séparer. Merci à tous d'avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui. Et si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez-la avec vos amis et vos proches, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Nous serions ravis d'entendre vos pensées. Qu'est-ce que cette histoire vous a fait penser à votre propre vie? Avez-vous déjà dû vous battre pour protéger quelqu'un que vous aimez? Avez-vous déjà dû apprendre à vous pardonner des erreurs du passé? Partagez avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun d'eux et valorisons vraiment les histoires que vous partagez. Enfin, nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Et peu importe à quel point la vie devient difficile, rappelez-vous qu'il y a toujours de l'espoir devant et que vous n'êtes jamais seul. Merci d'avoir marché ce voyage avec nous. Au revoir et à la prochaine vidéo.